Bonsoir tout le monde, soyez les bienvenus dans cette web conférence, dans ce Facebook Live. Nous sommes en direct pour vous ici, ou alors vous êtes sur YouTube et c'est un replay pour vous ici. En tout cas, soyez les bienvenus, c'est un véritable plaisir de partager mes connaissances, mes expériences avec vous. Nous allons ce soir parler d'hypnose lors d'un soin médical ou paramédical et nous allons nous intéresser notamment au déroulement. Donc je vais tout vous expliquer. Si vous êtes connecté sur Facebook, prenez le temps de vous installer tranquillement. Bonsoir tout le monde. Et puis si vous êtes d'ailleurs sur le replay Facebook, là aussi vous prenez le temps de vous installer tranquillement. Je fais une petite présentation de moi tout simplement. Je suis David Vigneron, je suis infirmier diplômé d'État, je suis formateur en hypnose clinique, hypnose médicale et également spécialisé dans la prise en charge des douleurs. Alors j'ai eu l'occasion, la chance de pouvoir travailler, et c'est encore le cas aujourd'hui, sur à peu près tous les types de douleurs, que ce soit la douleur provoquée, la douleur iatrogène lors d'un soin médical, paramédical en l'occurrence pour moi, ou médical quand j'accompagne un médecin. Également la douleur en situation d'urgence, la douleur chronique, ça c'est également formidable, l'hypnose pour la prise en charge des douleurs chroniques, et puis également l'hypnose de bloc opératoire. Voilà, donc, et avec bien sûr, vous l'avez compris, la spécialité douleur et j'en ai fait en quelque sorte ma passion, vocation, on appelle ça comme on veut. Alors, soyez les bienvenus. Je vois que Morgane se connecte sur le Facebook Live. Morgane, Carole, Magali, Damien, Ludovic, Frédéric, Mohamed, Linda, Claire, Manuel, Harry, Adeline, Fatima, Rodolphe, etc. Toutes les autres personnes également, soyez les bienvenus. Martine, Gérard, Ophélie. Voilà, je vous souhaite vraiment les bienvenus. Je ne peux pas citer tout le monde, ça défile. C'est un plaisir de partager tout cela avec vous ce soir. De quoi est-ce que l'on va parler ce soir? Eh bien, on va aborder les deux croyances fausses qui sont véhiculées chez les professionnels de santé. Et donc, vous qui peut-être êtes professionnels de santé, vous entretenez ces fausses croyances. On va développer les 7 étapes du déroulement d'un accompagnement hypnotique lors d'un soin, qu'il soit médical ou paramédical, et je vais vous donner 2 témoignages touchants qui démontrent l'efficacité de l'hypnose lors d'un soin. Nous allons aborder ceci, les 4 hypothèses médicales qui expliqueraient, on parle un peu toujours au conditionnel, on ne connaît pas tout dans l'hypnose, en tout cas pas tout ce qui se passe au niveau du cerveau. Techniquement parlant, on est bon. Au niveau des explications, on ne sait pas tout aujourd'hui, en tout cas au moment où je réalise ce live. 4 hypothèses médicales qui expliqueraient comment l'hypnose fonctionne, et vous verrez que la dernière, elle est assez surprenante. J'aborderai ensuite 3 principes basiques que tout professionnel de santé devrait connaître, et on parlera bien sûr, enfin je dis bien sûr, c'est pas forcément évident parce que dans les écoles d'infirmiers, fac de médecine, kiné, etc., on parle pas toujours de ça. C'est à mon sens un fondamental dans les prises en charge médicales, paramédicales au sens très très large du terme, de l'impact des croyances sur la physiologie et donc sur le soin par essence. La durée de ce live, 30 à 45 minutes, je vais essayer de tenir les 30 à 45 minutes et de pas dépasser. Si vous avez des questions sur Facebook, là, vous les posez sous la vidéo et je vais surveiller, je vais y répondre. Et puis si vous êtes sur YouTube, là, en replay, vous pourrez pas les poser en direct, bien entendu. Sous la vidéo YouTube, dans les commentaires, vous posez les questions et puis j'y répondrai personnellement quand vous poserez donc vos questions. Cette conférence, vous l'avez compris, elle est quand même plutôt destinée aux professionnels de santé, médecins, infirmiers, kinés, sages-femmes, aides-soignantes, ostéopathes, voilà, tout ce que vous voulez, mais plutôt effectivement professionnels de santé, parce que nous allons donc aborder ces notions d'hypnose lors d'un soin médical ou paramédical, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Alors, il vous est possible également d'assister à un webinaire, une conférence tout à fait gratuite qui dure un peu plus longtemps. On sera aux alentours d'1h15 à 1h30. Pour vous inscrire à ce webinaire, à cette webconférence, vous avez pour Facebook et également pour YouTube tout le détail. C'est gratuit. Pour vous inscrire, ça figure dans la description sous la vidéo. Pour vous inscrire à ce webinaire, vous verrez, il y a diverses dates, divers horaires. Vous vous inscrivez quand vous voulez. Alors, pourquoi cette conférence ?
Alors, je vais vous donner 2 chiffres, hein. On va pas parler de chiffres pendant des heures. Moi, j'ai été impliqué dans l'hypnose grâce à un patient extrêmement douloureux à l'hôpital, pour lequel j'ai pas pu faire grand chose, hein. Je vais pas rentrer dans les détails, mais toute l'équipe médicale et même paramédicale, hein, et surtout peut-être paramédicale, a été complètement démunie face à ce patient chez qui on faisait mal, qui avait des douleurs aiguës qui se sont chronicisées sur un cancer de l'estomac. Et puis c'est comme ça que je suis rentré dans l'hypnose. Alors je vous donne juste 2 chiffres, hein. On va pas passer la conférence à soirée sur les chiffres, qui sont quand même assez impressionnants ces chiffres-là. Chez l'enfant porteur d'un cancer, 49% de ces enfants soulignent que c'est la douleur liée au traitement, la douleur liée aux soins qui est le plus difficile à supporter. C'est-à-dire qu'un enfant sur 2 estime que finalement la douleur qui est la plus difficile à supporter, c'est pas nécessairement la douleur qui est provoquée par la maladie en elle-même, donc en l'occurrence dans ces chiffres-là, dans ce cas-là, par les cancers, mais c'est la douleur infligé, pardon pour le terme, hein, il n'y a aucun jugement évidemment de ma part, infligé par l'équipe médicale, paramédicale, aide-soignante, infirmière, médecin, etc. Que ce soit la douleur lors d'un soin, mais également la douleur à visée plutôt diagnostique, hein, par exemple des ponctions diverses, hein, quelles qu'elles soient, tout ce que vous voulez, voilà, hein, tout type de douleur, mais la douleur provoquée par les soignants. Vous voyez, c'est quand même assez impressionnant. Waouh, impressionnant, dit Frédéric dans les commentaires. Tout geste confondu, l'intensité douloureuse est rapportée. On sort du cadre enfant, on sort du cadre cancer, comme étant intense à extrêmement intense dans 57% des cas. Pour tous les gestes, la douleur est vécue comme intense à extrêmement intense dans plus d'un cas sur 2. Alors quand on voit ça, globalement, on a la moitié ou plus de la moitié des patients qui estiment que ce qui est terrible finalement, c'est la douleur pendant un soin médical, paramédical, tout geste confondu. On va pas en parler plus longtemps de ces chiffres. En attendant, quand on voit ces chiffres, hein, pour rebondir sur ce que dit Frédéric quand il dit il Frédéric avec un C, waouh, on se dit il y a quand même de quoi faire, quoi. C'est vraiment hyper impressionnant, je trouve en tout cas ces chiffres-là, et ça interpelle, c'est très interpellant. Donc il y a, à mon avis, vraiment de quoi faire. Voilà. Et puis je pense qu'en tout cas peut-être que ça sera aussi votre mission de vie, comme on dit. À un moment donné, vous allez vous dire, moi je me forme à l'hypnose parce que moi aussi je fais mal aux patients, ça a été mon cas. Hein. Je peux faire quelque chose, donc je vais apprendre l'hypnose. Alors puisqu'on parle d'hypnose médicale pendant un soin, 2 croyances fausses que les professionnels de santé entretiennent. Alors, je donne ça, c'est pas des trucs de la littérature, des chiffres que j'ai fait, etc. C'est en discutant avec mes collègues, avec les professionnels que je forme, etc. 2 croyances qui reviennent assez souvent. La première, c'est que si on fait de l'hypnose, on va perdre du temps. C'est très souvent ce qui revient. Quand on fait de l'hypnose, on va perdre notre temps parce qu'il faut installer le patient, il faut l'endormir comme on dit, mais c'est pas du sommeil, il faut faire ceci, il faut parler, il faut etc. Non, c'est une croyance erronée, une croyance absolument fausse. Quand on fait de l'hypnose, on ne perd pas de temps, au contraire. Parce que si vous faites un pansement douloureux, 1 jour, 2 jours, 3 jours, au bout du 3e jour, il y a la douleur remémorée, votre patient sait qu'il va encore et encore avoir mal, donc vous allez rentrer dans des négociations, dans des phases de négociation, il ne veut pas, il évite le geste, vous refaites, etc. Et vous allez au bout du compte perdre beaucoup de temps. Et si vous faites immédiatement de l'hypnose, en partenariat avec le patient, je vais vous expliquer ça dans quelques instants, quand on parlera du déroulement de l'hypnose lors d'un soin, vous gagnez beaucoup de temps, parce que d'emblée, le patient coopère, il a pas mal, il s'évade d'ailleurs, il est moins anxieux, il est donc plus serein. Donc d'emblée, vous gagnez du temps. Alors, où vous gagnez du temps, où vous passez autant de temps, hein, parce que vous faites une ponction lombaire sous hypnose, par exemple, si ça dure 10 minutes, l'hypnose va effectivement vous permettre de gagner du temps dans le cas où le patient est effectivement très apeuré, très douloureux, dans l'anticipation de sa douleur, etc. Donc là, vous allez gagner du temps, ou alors vous n'allez pas gagner de temps, mais vous n'allez pas en perdre. Hein, voilà. Mais en général, dans 95% des cas, il y a peut-être effectivement 5% des cas où on risque de perdre un petit peu de temps, mais pour le bénéfice du patient, en général, on gagne du temps ou on n'en gagne pas, mais on n'en perd pas. Mais dans la grande majorité, vous gagnez du temps. Hein. Moi, c'est toujours ce que j'ai constaté. Et puis, si on fait de l'hypnose au bloc opératoire, par exemple, sur une thyroïdectomie, le patient n'est pas endormi, donc il n'est pas intubé.
Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a moins de surveillance en salle de réveil, donc tout le monde gagne du temps. Enfin voilà, des effets secondaires, des effets indésirables des médicaments. Vous voyez, c'est vraiment un gain de temps. Et toutes les études médico-économiques, puisque on parle de plus en plus d'économie d'argent dans les hôpitaux, il faut en parler un petit peu aussi. Toutes les études démontrent que l'hypnose permet de gagner de l'argent. Alors voilà, moi je suis plus focalisé sur le soin en lui-même, parce que l'argent, je dis pas que ça m'intéresse pas, mais moi ce qui m'intéresse, c'est le confort du patient. Votre confort à vous, celui de nôtre, hein, celui des patients, et également cette notion de temps qui est importante chez les soignants. Donc, perdre du temps quand on fait de l'hypnose, c'est une croyance erronée. Quand on fait de l'hypnose, on gagne du temps. Et la deuxième croyance qui est erronée, alors, ça je comprends, parce que quand on connaît pas l'hypnose et qu'on voit des choses à la télé, etc., on se dit le patient risque de pas se réveiller, il risque de sombrer dans un espèce de coma de je sais pas quoi, et il risquerait, je vois une réaction de Claire, je vais la lire, je risquerais de jamais pouvoir réveiller mon patient. C'est totalement faux, hein. Il n'y a aucun risque de ne jamais réveiller le patient, parce que le patient, il entre dans un état qu'il côtoie plusieurs fois par jour, 8, 10, 12 fois par jour. En plus, c'est un état neurologique naturel, et donc c'est ce qui caractérise l'hypnose. Donc il n'y a aucun risque que le patient ne se réveille pas. Et il n'y a aucun risque de contre-indiqué, d'effet indésirable. Hein. Le seul effet indésirable, comme je le dis toujours, c'est que le patient s'endorme dans un sommeil tout à fait normal, tout à fait naturel, le sommeil de la nuit, enfin du sommeil quoi. Donc dans l'absolu, tant mieux. Hein. Vous faites un pansement d'escar pendant que votre patient, tout d'un coup, vous pensez qu'il est en état d'hypnose, puis il se met à ronfler, à dormir. Eh ben, dans l'absolu, tant mieux. Hein. Il est mieux dans ses rêves, je sais pas où, ou dans un état d'hypnose, qu'à subir, être focalisé sur le geste. Hein. Donc il n'y a aucun effet secondaire à part de s'endormir dans du sommeil naturel en hypnose, et il n'y a aucun risque de ne pas se réveiller. C'est la réalité de l'hypnose dans la mesure où c'est un état tout à fait naturel, et en plus on gagne du temps. Donc il n'y a que des bénéfices à pratiquer de l'hypnose. Je vois une réaction de Claire, je lis une inf, pratique l'hypnose dans mon service. C'est clair qu'on gagne du temps grâce à ça. Voilà, elle rebondit Claire, hein, je pense sur ce que je disais tout à l'heure par rapport au gain de temps et à cette croyance erronée qui est qu'on pourrait perdre du temps. Donc voilà, l'inf qui pratique l'hypnose en service, de ce que voit Claire, permet de gagner du temps grâce à ça. Voilà, donc c'est super, allez-y, hein, si vous avez des questions, des réactions. Frédéric nous redit waouh, c'est génial. Voilà, il est branché sur les waouh, Frédéric, super. Alors maintenant on va passer aux 7 étapes du déroulement d'un accompagnement hypnotique lors d'un soin, qu'il soit médical ou paramédical, on s'en fout, pardon, hein, mais c'est toujours la même chose, le déroulement est toujours le même. Premièrement, on va créer le terme technique, hein, c'est la tunnelisation, c'est-à-dire que, et c'est pas vraiment de l'hypnose en soi, mais on a besoin de ce fondamental, c'est la confiance. On va vraiment créer ce climat de confiance, et quand on fait de l'hypnose, eh bien on va expliquer au patient ce que c'est l'hypnose, mais surtout ce que c'est pas. Parce que si la veille au soir, vous lui dites monsieur, je vais vous faire demain matin le soin sous hypnose, eh bien il va passer sa soirée à faire quoi? À regarder l'hypnose, et il va tomber sur tout ce qu'il voit, tout ce qu'on voit à la télévision, sur l'hypnose de spectacle, et il va se dire, il va me faire la poule, il va me faire dire n'importe quoi, il va lire dans mes pensées, enfin tout ce qui est totalement faux. Il fera pas la poule, je lirai pas dans ses pensées, il fera pas n'importe quoi, j'ai même pas la possibilité de lui piquer sa carte bancaire, enfin heureusement d'ailleurs, hein, heureusement que le patient conserve son libre arbitre. Donc vraiment, on instaure ce climat de confiance, on a vraiment besoin de cette confiance. On peut parler d'alliance thérapeutique, hein, c'est le terme qu'on utilise dans les soins. L'alliance thérapeutique, nous on a vraiment besoin de ça, donc on reconsolide cette confiance si c'est pas tout à fait ça. Et si le patient ne nous a jamais vu, parce qu'on est détaché dans un service pour ce patient-là, parce qu'il va avoir la ponction lombaire ou je sais pas quel soin, le sondage urinaire, le gaz du sang ou tout ce que vous voulez, eh bien il faut le créer, l'instaurer et le maintenir, hein, ce climat de confiance. C'est vraiment fondamental. Alors, on a des techniques, hein, c'est assez facile à faire, hein, mais c'est primordial, c'est fondamental. Premièrement, l'instauration du lien de confiance. Deuxièmement, le conditionnement. On va conditionner le patient. Alors, c'est important parce que tout ce que le patient va imaginer, eh bien, ça va devenir à un moment donné sa propre réalité.
Si il pense qu'il va avoir mal, eh bien il va commencer à fabriquer de la douleur. S'il pense que ça va bien se passer, il va sécréter les hormones du bien-être, notamment d'ocytocine, les endomorphines, etc. Donc tout ce qu'il va s'imaginer, eh bien va avoir un impact sur les événements, sur ce qu'il va se passer. Donc les conditionnements pour nous c'est vraiment important, et tous les mots MOTS, tout ce qu'on va formuler au niveau des phrases, les mots, les expressions, les mimiques qu'on va utiliser nous-mêmes, etc., eh bien vont avoir un impact considérable. Il y a beaucoup d'études qui démontrent en quoi les mots MOTS ont un impact direct sur les mots MAUX de nos patients, selon si on utilise des mots à connotation positive, à connotation négative, etc. J'en parle dans le webinaire qui va durer un petit peu plus longtemps. Vous pouvez vous inscrire si vous le souhaitez. Le webinaire Apprenez enfin comment traiter efficacement les douleurs de vos consultants quand vous êtes sur un soin. Voilà, en gros c'est à peu près l'idée de ce webinaire. Et donc on le conditionne, on va lui expliquer, monsieur ou madame, pendant le soin vous serez ailleurs, vous allez penser à autre chose, et puis vous verrez, monsieur, vous serez d'accord avec moi, on conditionne un peu, évidemment il va être d'accord, c'est quand même beaucoup plus agréable d'être au bord de la plage, s'il nous a parlé de plage ou au ski ou je sais pas où en fonction de ce qu'il nous dit, que d'être dans ce lit mentalement. Donc mentalement vous serez ailleurs, vous serez sur la plage en train de vous baigner avec vos enfants, vos petits-enfants, devant ce magnifique lagon, je sais pas quoi, enfin voilà. Et donc vous voyez, on est vraiment dans une condition. Tout ce qu'il va croire, tout ce qu'il imagine va devenir sa propre réalité et va conditionner le soin. Et donc on est toujours dans le positif. Vous pourriez me dire, vous le pensez peut-être, on est un peu comme dans Alice au pays des merveilles finalement quand on fait ça. Oui, on est dans Alice au pays des merveilles, pas dans Alice au pays des merveilles par rapport à ce qui se passe là, parce que la ponction lombaire c'est pas Alice au pays des merveilles, le gaz du sang c'est pas Alice au pays des merveilles, un sondage, tout ce que vous voulez c'est pas Alice au pays des merveilles, un pansement d'escar, une thyroïdectomie c'est pas Alice au pays des merveilles, mais le fameux Alice au pays des merveilles c'est l'ailleurs, c'est-à-dire dans sa projection mentale, parce que vous allez voir, il y a une projection mentale. Je vais y revenir dans quelques instants. Donc il va être ailleurs, et en gros voilà, dans cette deuxième étape de conditionnement, on lui explique que tout va se passer et on développe en quoi tout va bien se passer. Ensuite, on continue. Et là, on est dans l'hypnose conversationnelle. On va changer un petit peu de timbre de voix et c'est la troisième étape. On va utiliser ce que l'on appelle un terpnos logos. C'est la façon de parler un peu plus hypnotique. Et là, on est dans une phase donc d'hypnose conversationnelle ou de pré-induction. Qu'est-ce que l'induction? C'est au moment où on endort le patient. C'est pas endormir, je vais vous expliquer. C'est l'étape juste après l'induction. Donc là, on est dans une étape, pour cette troisième étape de pré-induction, c'est-à-dire que c'est une étape d'hypnose conversationnelle où on va en gros expliquer, voilà, le patient est installé, il est prêt à recevoir le geste. Voilà monsieur, vous allez commencer pouvoir à vous détendre, vous apaiser, vous allez voir, tout va se passer merveilleusement bien. Et vous avez entendu, là mon collègue vient de mettre une musique agréable, une musique douce qui va vraiment vous permettre de partir loin, à des milliers de kilomètres d'ici, en Indonésie, parce que vous allez vous baigner dans votre... etc. Vous voyez? Et là il a toujours les yeux ouverts, on n'a pas commencé l'induction à l'endormir. Le terme endormir est faux, mais je vais développer. Mais on commence, et très souvent on voit les yeux qui commencent à papillonner au niveau, et pour nous c'est ce qu'on appelle un signe de transe hypnotique. On voit que les yeux, le patient commence à partir en état modifié de conscience. Donc c'est la pré-induction et on approfondit le conditionnement, je vous en parlais, pour cette troisième étape, et on est vraiment dans l'hypnose conversationnelle. Voilà. Et ensuite, donc la quatrième étape, eh bien c'est l'étape d'induction. L'induction, c'est quoi? C'est l'induction hypnotique, c'est-à-dire qu'on amène le patient dans cet état neurologique hypnotique naturel. On l'amène, on l'endort. Alors, le terme m'endormir est faux, mais je vous le donne pour que vous compreniez un petit peu le principe, l'idée. Il est faux parce que ce n'est pas du sommeil. Neurologiquement parlant, caractéristiquement parlant, médicalement parlant, c'est pas du sommeil. C'est un état intermédiaire entre la veille et le sommeil. Je développe ça dans le webinaire. Inscrivez-vous si vous voulez plus de renseignements. C'est sous la vidéo et c'est gratuit, mais je veux que vous compreniez bien que votre patient il ne dort pas. Donc l'induction, c'est l'amener dans cet état hypnotique. Donc on a des techniques, on a plein de techniques pour l'amener dans cet état hypnotique. Tout ce que vous voyez à la télévision quand les gens sont debout et puis que tout d'un coup ils s'effondrent, ils rentrent en état d'hypnose, c'est des inductions, ce qu'on appelle rapides ou instantanées. Bon, ça c'est l'hypnose de spectacle, ça se passe pas comme ça dans les blocs, dans une chambre, dans un lit d'hôpital ou en situation d'urgence, ça se passe tout à fait différemment. Heureusement, ça reste de l'induction néanmoins. Donc le patient il ne dort pas, nous on l'amène dans cet ailleurs, dans son ailleurs.
Et cette induction, eh bien, si on est dans le cadre d'une thyroïdectomie, par exemple, pose de pacemaker, pose d'un pack, chambre implantable pour les chimiothérapies, et je passe plein de gestes, ça peut être combiné à de l'anesthésie locale ou pas. Ça, c'est l'équipe médicale, on décide avec le médecin si on fait une anesthésie locale ou pas. Évidemment, quand on fait une thyroïdectomie, il y aura une anesthésie locale, mais pas d'intubation, donc pas d'anesthésie générale et pas d'intubation, donc pas de réveil un peu plus difficile. Voilà, donc ça dépend, après ça se discute, et puis en fonction des gestes, on sait si oui ou non on fait une anesthésie locale, donc au détriment, et tant mieux, d'une anesthésie générale. Voilà. La quatrième étape, c'est l'induction. La cinquième étape, c'est ce que l'on appelle l'approfondissement. L'approfondissement de quoi? De la transhypnotique. Le mot trans, il fait un peu peur, hein, ça fait un peu penser au tam-tam, etc. Mais c'est pas du tout ça. On parle, notre terme à nous, notre jargon, c'est la transhypnotique. On approfondit cet état d'hypnose. On l'approfondit parce que ça va durer un certain temps. La durée va dépendre de quoi? Du geste qui est réalisé. Une thyroïde, ça va être un peu plus long qu'une simple ponction veineuse, par exemple, qu'une simple prise de sang. Et puis, comment dirais-je, le degré d'approfondissement va également dépendre du soin que l'on va réaliser. Quelque chose qui va durer 1h30, 2 heures, l'approfondissement va être plus long, et puis plus profond également, mais quelque chose qui va durer que je sais pas moi 1 minute parce que c'est l'ablation d'un redon, mais la patiente ou le patient a très peur, et ça va aller beaucoup plus vite et l'approfondissement va pas être très long. D'ailleurs, si le geste en lui-même ne dure qu'1 minute, en tout et pour tout avec l'hypnose, etc., ça va durer globalement qu'1 minute, 1 minute 30. Donc vous voyez, il y a vraiment aucune perte de temps, mais par contre il y a un regain considérable de confort pour votre patient, également pour vous, parce que vous verrez, si un jour vous pratiquez l'hypnose, je vous le souhaite, ça change vraiment toute notre façon de soigner, de prendre en charge la douleur, également au niveau du relationnel. C'est ça qui est vraiment génial. L'approfondissement, c'est quelques minutes seulement, hein, l'approfondissement en lui-même. Et donc, c'est quelques minutes seulement, pour autant c'est l'étape la plus longue. Parce qu'après, on va arriver à la 6e étape qui est la réalisation du soin en lui-même. Donc, ça, évidemment, ça va dépendre totalement du geste, hein, ça va dépendre du soin qu'on va réaliser. Et donc, grâce à l'approfondissement, j'essaie d'être simple, hein, d'être le plus clair possible, grâce à l'approfondissement, à la profondeur de l'approfondissement, eh bien, le soin va durer autant de temps qu'on veut. Enfin, autant de temps qu'on veut, autant de temps que nécessaire, hein, parce que c'est pas une histoire de volonté, bien sûr, mais ça va durer autant de temps qu'on veut. Et en fait, pendant qu'on réalise ce soin, c'est là où on va amener le patient dans de la visualisation guidée dans un ailleurs. Ça peut être son lieu de bien-être, un lieu paradisiaque, un souvenir agréable avec des personnes aimées ou pas. Enfin voilà, on peut faire un mix de tout ça. Et donc, vous avez compris que grâce à l'état hypnotique, grâce à l'approfondissement hypnotique et grâce à cette visualisation, le patient il est ailleurs. C'est ce qu'on parle de dissociation mentale. Eh bien, le soin se réalise tout à fait correctement et sans quasiment de douleur, hein, parce que votre patient il se défocalise. Donc on défocalise et on dit que quand il est défocalisé, eh bien il se défocalise de la douleur. Quand l'esprit s'évade très très loin, on est en Polynésie, on est je sais pas où, hein, ou au ski dans les Alpes, hein, c'est déjà loin. Quand l'esprit s'évade très très loin, donc au niveau, je parle neurologiquement parlant bien entendu, hein, pas loin au niveau de la distance, eh bien il focalise moins sur la douleur et donc la douleur s'efface, la douleur s'estompe. Et c'est ça qui est vraiment génial. Donc en étape 6, on réalise le soin pendant que le patient s'évade ailleurs. Et nous, on entretient bien sûr l'hypnose pendant tout ce temps-là. Voilà. Et puis le geste est terminé et voilà, qu'est-ce qu'on fait? On va dire au patient en gros, hein, monsieur c'est terminé, vous pouvez revenir ici et maintenant. C'est ce que l'on appelle, alors le réveil c'est faux comme terme parce qu'il ne dort pas, mais c'est ce que l'on appelle la réassociation. La réassociation, c'est le retour à l'ici et maintenant. Ici et maintenant, donc il revient de la Polynésie, si en tout cas il était en Polynésie au bord de mer. Donc c'est le retour à l'ici et maintenant. Si jamais, je prends un cas extrême, moi qui fais l'hypnose au moment où il y a le soin, je peux pas le réveiller parce que je fais une crise cardiaque et je meurs, ou je sais pas quoi, c'est pas grave, il reviendra à lui, simplement ça va mettre 10-15 minutes de plus, voilà, mais il reviendra à lui, évidemment, il va pas rester dans un espèce d'état intermédiaire, je sais pas où, là, dans l'au-delà, ou je sais pas quoi, il reviendra à lui, simplement, ça sera un petit peu plus long. Et cette étape de réassociation, de retour à l'ici et maintenant, de réveil, le terme est faux, vous l'avez compris, ça dure 1 minute ou 2 minutes, c'est très très rapide.
Alors, si c'est un soin qui a duré en soi 1 minute ou 2 minutes, le retour à l'ici et maintenant, ça va durer 15 secondes. Si c'est une thyroïdectomie et ça a duré 1h30, 2 heures, il va nous falloir 1 ou 2 minutes pour le ramener à l'ici et maintenant. Mais c'est hyper confortable, hein. C'est autre chose qu'une extubation, qu'on arrête l'induction médicale. Je parle au niveau de l'anesthésie, salle de réveil et compagnie. C'est vraiment autre chose, hein. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment formidable. Carole nous dit c'est vraiment magnifique. Tout ça, j'aimerais bien me former. Alors si vous voulez vous former, Carole, vous avez des indications également sous la vidéo et sur ce Facebook Live. Romain, qui est pour la partie technique, va mettre des liens. Voilà, je veux vraiment que vous compreniez, Carole, Frédéric et toutes les personnes, Linda, Morgane, qui sont connectées ce soir, hein, et toutes celles que j'oublie, je veux vraiment que vous compreniez que l'hypnose est vraiment à votre service et que, avant toute chose, parce que je peux dire à un moment donné, pensez à vous avant de penser aux patients. Ça fait pas de mal aussi de penser à soi, mais on pense toujours à nos patients, bien entendu. Ça nous apporte énormément de choses au niveau du gain de temps, au niveau de la valorisation de notre profession. On fait plus mal aux patients, donc c'est génial, ça se passe merveilleusement bien, le patient est enchanté, donc c'est gratifiant pour nous. Enfin, voilà, c'est, je trouve, pour nous que du bénéfice. Voilà. Alors, justement, puisque je parle de bénéfices et j'avais pas prévu cette transition, mais après tout, elle est tout à fait appropriée. Nous allons maintenant parler de 2 témoignages touchants qui démontrent l'efficacité de l'hypnose lors d'un soin. Alors, je lis les commentaires d'une jeune fille, une jeune infirmière, hein, que j'ai formée en hypnose, et qui me relate ceci. Alors, c'est un témoignage qu'elle m'a envoyé par Facebook, donc j'ai pas corrigé les fautes d'orthographe, enfin de frappe plutôt, donc je vais lire tel que c'est dit et je vais essayer de corriger en même temps. Alors voici ce qu'elle me dit. Je ne t'ai pas dit, mais la semaine dernière, elle travaille en chirurgie vasculaire, hein. J'ai utilisé l'hypnose pour la douleur d'un patient. Je viens d'une amputation de 2 orteils. Le médecin devait enlever les fils parce que sa douleur était horrible et le fait que le médecin touche son amputation était encore pire. Alors du coup, j'ai utilisé ta méthode, donc l'hypnose, hein, ce qui n'est pas ma méthode en soi. Je tenais à te le dire, j'étais fier de moi, enfin, surtout heureuse pour le patient qui avait vraiment mal et qui n'a rien senti au bout du compte et qui m'a demandé « dites-moi quand ça commence ». Voilà, c'était vraiment formidable. Alors en gros, pour rebondir, hein, sur ce que le témoignage de cette jeune fille, parce qu'après je l'ai vu, donc on en a un peu parlé. Premier jour, alors peut-être J0 le soir, je sais plus comment ça s'est passé. Le soin se passe très très mal. La patiente ou le patient hurle. On est dans de la barbarie, c'est ce qu'elle décrit, hein. Voilà. Et bon, pour autant, il doit un peu charcuter, il doit faire je sais pas trop quoi, j'ai pas tous les détails. Et donc le lendemain, pareil, il faut enlever les fils pour les raisons qu'elle décrit, etc., parce que ça évolue assez défavorablement. Et elle se dit plutôt qu'on retourne dans cette espèce de barbarie là, telle que je l'ai vue hier soir ou hier après-midi. Eh bien, je vais faire de l'hypnose. Après tout, je me lance. J'ai été formé, je me lance et je vais faire ce que David nous a appris, etc. Et elle se lance. Et voilà, au 2e jour, la patiente lui dit n'a rien senti au bout du compte et m'a demandé dites-moi quand ça commence. Dites-moi quand ça commence. C'est-à-dire que le patient était tellement dans son ailleurs que ça s'est passé vraiment super bien. Donc moi, voilà, des témoignages comme ça. Donc là, c'est intermédiaire, hein, parce que c'est pas moi qui ai accompagné cette patiente. Je trouve que c'est vraiment génial et c'est surtout émouvant parce que qu'est-ce qui se serait passé sans ça? Ça aurait été comme la veille de la barbarie. Moi, je trouve voilà que c'est vraiment génial, une méthode naturelle sans effet secondaire. Il faut y aller, quoi. Voilà. Alors, je poursuis. 2e témoignage. C'était un témoignage personnel. Moi, j'ai travaillé en chirurgie digestive et pendant quelques semaines, nous avions une patiente qui avait 4 pouces seringues. Enfin, c'était très très compliqué pour elle. Et son seul plaisir, hein, entre guillemets, c'était de sortir pour aller fumer une clope les soirs. Sinon, elle pouvait pas sortir. Donc, il y avait toujours un infirmier qui l'accompagnait pour sortir. C'était un moment d'évasion pour elle. Alors, attention, je suis pas en train de dire qu'il faut favoriser la cigarette, mais il y a certains contextes, vous le savez bien, que bah voilà, hein, le patient sort et c'est sa bouffée d'oxygène, même si c'est pas une bouffée d'oxygène en soi, la cigarette, mais voilà, c'est vraiment, en tout cas, c'était sa bouffée d'oxygène à elle de pouvoir sortir une fois par jour, 10 minutes, parce que sans ça, c'était impossible.
Et je lui dis, madame, si vous voulez, je peux vous proposer une évasion mentale, c'est ce que l'on appelle de l'hypnose, et si vous êtes d'accord, oui, c'est génial, j'ai vu des trucs à la télé, des reportages, évidemment, elle passait sa vie devant la télé, hein, la pauvre, et on y va. Et en fait, je l'ai envoyé, qu'est-ce qu'elle m'a demandé? C'était avec son mari Michel, je me souviens même du prénom, pourtant ça fait quasiment une dizaine d'années, et j'avais un collègue qui s'appelle Benoît, qui assistait à ça, un collègue infirmier qui ne croyait pas, qui était bluffé. D'ailleurs, si tu écoutes cette vidéo, Benoît, si tu es connecté sur le live, là, je vois pas de Benoît, mais si tu le vois a posteriori, je me souviens très bien de ça, et toutes mes salutations à toi, Benoît. Et cette patiente, eh bien, je l'envoie au bord de la mer, face à la mer, assise sur un banc, à côté de son mari Michel, parce qu'il fallait qu'elle s'évade mentalement. Et au milieu, je vois vraiment des larmes. Je vois des larmes, je dis merde, alors ça peut être des larmes de bonheur, ça peut être des larmes de tristesse, ça peut être des larmes de peur, on ne sait pas trop après tout ce qui se passe. Hein. Mais je continue parce que je vois le visage assez serein, le visage assez serein, détendu, et je trouve que c'est génial, quoi. Voilà, je dis allez, on continue, on y va. Après tout, la respiration très calme, très régulière, très lente, donc je pense que vraiment elle est dans quelque chose de bien et je me trompe pas. Et après, je continue, je fais la réassociation, donc elle revient ici, elle quitte la mer, etc. Elle revient ici, son mari toujours en vie, hein, je le précise, parce qu'il y aurait pu avoir cette touche nostalgique. Et elle me dit, bah écoutez, ça a été vraiment génial. Et je lui dis, vous avez pleuré, vous souvenez? Elle me dit, bah je me souviens pas forcément avoir pleuré, parce que les pleurs c'était ici, hein, bien sûr, mais en tout cas si j'ai pleuré, vous voyez, elle a vraiment défocalisé, hein. C'était des larmes de bonheur parce que c'était vraiment formidable et j'ai hâte que vous me refassiez de l'hypnose, etc. Voilà, ça a été vraiment super. Alors c'était pas nécessairement pour la douleur sur cette patiente-là, c'était pas nécessairement sur un soin parce que j'étais pas à ce moment-là, en tout cas à l'instant T, sur un soin, sur la réalisation d'un soin, mais c'était vraiment à visée anxiolytique, quoi, parce que la pauvre passait 23h40 dans sa chambre, allongée, parce qu'il y a 10 minutes de toilette et 10 minutes de clope, enfin voilà. Et ça a été vraiment exceptionnel pour moi, exceptionnel pour elle, exceptionnel pour mon collègue qui regardait, mais avant toute chose exceptionnel pour elle, voilà. C'est ce type de témoignage que on va vous relater si vous avez des gens autour de vous, des professionnels qui pratiquent l'hypnose ou alors que vous allez recevoir si vous-même pratiquez l'hypnose. C'est vraiment génial. Je vous redonne quelques chiffres en prémédication. Alors, ça vient de la Société française de médecine d'urgence ou d'anesthésie-réanimation, tous ces chiffres-là. Je vous donne pas les références à chaque fois. Harry, je vais répondre à votre question. En prémédication, l'hypnose permet de réduire le nombre d'enfants anxieux à l'induction. Au bloc opératoire, on passe de 68% des enfants qui sont anxieux, ça se mesure assez facilement, des pleurs, des respirations très rapides, des crispations, etc. 68% d'anxieux, et grâce à l'hypnose, juste avant de les endormir au bloc opératoire, c'est génial, on passe de 68% à 39%, de 68 à 39%, donc ça fait quand même une belle différence, et tant mieux. En post-opératoire, l'hypnose réduit d'environ de moitié la fréquence des troubles du comportement liés à la douleur, AJ1, on passe de 62% à 30%, donc on réduit de plus de moitié, et AJ7, 59% à 31%. Donc on passe de 62 à 30 à J1 et de 59 à 31 à J7. Donc c'est super, vous voyez que grâce à l'hypnose, on réduit naturellement, puisque l'hypnose est tout à fait naturelle, de moitié à peu près selon les chiffres, hein, de douleur, ou même un peu plus, hein, selon le contexte, selon les soins, selon plein de choses. Voilà. Alors Harry nous pose cette question, est-ce vrai qu'on doit parfois... Alors, est-ce vrai qu'on voit parfois, j'essaie de comprendre, l'hypnotiseur. Alors j'imagine que est-ce que c'est vrai quand on voit parfois l'hypnotiseur qui utilise les yeux du patient pour l'endormir? Voilà, je vois ce que vous voulez dire. Vous me regardez dans les yeux, vous fixez ce point, les paupières sont lourdes, de plus en plus lourdes, dans quelques instants elles vont se fermer, vous allez rentrer, etc. Oui, c'est vrai. Alors c'est pas tout ce que vous voyez avec l'hypnotiseur qui a une longue moustache, hein, les yeux bleus pétillants, c'est pas mon cas, j'ai pas une longue moustache, hein, mais c'est vrai, c'est ce que l'on appelle, c'est l'induction, donc au moment où on amène le patient dans un état de bien-être, hein, dans l'état d'hypnose, on l'utilise très souvent, cette induction. C'est une induction visuelle. Je ne vais pas rentrer dans des détails, il me faudrait beaucoup plus de temps. C'est ce que l'on appelle une induction saturante et ça fonctionne très très bien. Donc c'est tout à fait vrai. Alors,
Peut-être Harry ou les autres là que vous êtes en train de penser au pendule, hein, parce que historiquement on utilisait le pendule pour amener les patients en état d'hypnose. On pourrait toujours le faire. Il y a rien, ça n'a rien à voir avec le pendule en lui-même. C'est simplement que c'est une induction saturante visuelle. Mais on peut utiliser les doigts, on peut utiliser le pendule, on peut utiliser un point fixe qui est au plafond au-dessus du patient, etc. Donc c'est tout à fait juste, Harry, c'est tout à fait vrai. Voilà. Alors, j'espère avoir répondu à votre question. Je poursuis quatre hypothèses qui expliqueraient, donc hypothèse médicale, comment l'hypnose fonctionne. Vous verrez que la dernière, elle est assez surprenante. La première, c'est une hypothèse, on parle de l'hypothèse néodissociative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on crée une espèce de barrière amnésique. C'est un peu plus compliqué que ça, je rentre pas dans les détails parce que je vois que je commence à dépasser le temps. Le patient en fait oublie sa douleur. Donc ça c'est la première hypothèse néodissociative, le patient oublie sa douleur. La seconde c'est l'activation d'un circuit inhibiteur, c'est-à-dire qui physiologique, hein, du coup, qui empêche la douleur, cette douleur qui n'arrive pas jusqu'au cortex ou alors qui n'est pas traitée par le cortex. Voilà, c'est on empêche la perception, on empêche la douleur d'arriver jusqu'au cortex. Ça, c'est la deuxième hypothèse. La troisième, et là, c'est au-delà de deux hypothèses. On l'a mesuré, celle-ci, c'est la sécrétion d'opioïdes endogènes, d'opioïdes endogènes, c'est la sécrétion de morphine naturelle. Alors, je parle de quoi? Pas mélatonine, endorphine ou endomorphine. Mélatonine, c'est le sommeil. Endomorphine, c'est les endorphines, c'est la morphine naturelle. Les opioïdes endogènes, eh bien, on a mesurer que quand le patient est en état d'hypnose, il y a des sécrétions d'opioïdes endogènes. Je rentre dans les détails dans le webinaire, dans la webconférence à laquelle vous pouvez vous inscrire. Donc si vous voulez plus de détails, je détaillerai tout ça dans cette webconférence. Inscrivez-vous. Et enfin la quatrième qui est assez surprenante, on se pose la question, mais on a quand même des réponses. L'hypothèse, et on voit que finalement elle tient la route sans trop tenir la route, je vais vous expliquer, c'est est-ce que finalement l'hypnose, ça serait pas un effet placebo? Vous savez, l'effet placebo, c'est quand la conviction, elle se transforme en biologie. La croyance se transforme en biologie, est-ce que ça serait pas ça? Alors moi, je pense qu'il y a une base placebo, c'est-à-dire que tout ce que je crois va se transformer en biologie, parce qu'après tout part d'une croyance, mais que ce n'est pas que du placebo. Il y a des études qui démontrent qu'il y a une diminution de la douleur de 30% quand même, hein. C'est pas anodin, 30% seulement, avec des guillemets, avec l'effet placebo, et de 50% quand on fait de l'hypnose. Donc, en clair, vous utilisez à fond l'effet placebo sur un patient qui est à 9 sur 10 de douleur, eh bien il va passer de 9 à 6 sur 10. Voilà, mais à condition de correctement l'utiliser. Vous faites de l'hypnose à un patient qui a 9 sur 10 de douleur, donc un soin à du 9 sur 10 de douleur, donc avec sans hypnose, sans rien, c'est compliqué, on ne peut pas le faire le soin, c'est vrai, ou c'est vraiment dur quoi. Grâce à l'hypnose, vous passez de 9 à 4,5 sur 10, ben là vous êtes dans l'acceptable et vous pouvez faire le soin. Donc on diminue de moitié. Alors on n'est pas dans du 100% de réussite, mais enfin entre un soin à 9 sur 10 de douleur à 8, 9 sur 10 et passer de 3,5, 4, 4,5 sur 10 de douleur, entre l'insupportable, l'intolérable, l'invivable à quelque chose de supportable, c'est quand même génial quoi. Voilà. Donc cette dernière hypothèse, c'est à la fois juste et faux, hein. Juste parce que ça part quand même des croyances qui vont avoir un impact sur la biologie, notamment sur la sécrétion d'opioïdes endogènes, les endorphines, on en parlait il y a quelques instants, mais ça ne fait pas tout, hein. C'est à la base une croyance, donc je pense qu'à la base il y a du placebo, mais avec l'hypnose on arrive à du 50%. Donc les quatre hypothèses, je les répète parce que je suis allé assez vite sur cette partie. Premièrement, la néodissociative, c'est une espèce de barrière amnésique. La seconde, c'est un espèce de circuit qui va inhiber la douleur, qui empêcherait la douleur d'arriver jusqu'au cortex. La troisième, c'est la sécrétion d'opioïdes endogènes de morphine naturelle. Et la quatrième, c'est l'effet placebo. Voilà pour les quatre hypothèses médicales qui expliqueraient comment l'hypnose fonctionne. Cindy. Pendant un soin très douloureux, le patient ne sent rien alors. Pendant un soin très douloureux, le patient ne sent rien. Alors,
c'est compliqué de répondre à ça. Je vais faire le plus simple possible, le plus court possible. En fait, il est ailleurs. Donc, il ne perçoit plus la douleur. Donc, si vous dites qu'il ne sent rien, vous avez raison. Non pas parce qu'il y a une espèce d'anesthésie locale hypnotique que l'on instaure, mais parce que il se défocalise ailleurs. Donc, il défocalise de sa douleur. Donc, oui, il ne sent rien grâce à ça. Et puis, il y a aussi toute la partie biologique en elle-même. Je vous ai dit, on fera un peu le lien entre le corps, l'esprit, les répercussions physiologiques, biologiques. Toutes les zones frontaux singulaires, les cortex singulaires antérieurs, enfin toutes les zones qui sont activées quand on donne un vrai médicament, vraiment de la morphine, eh bien on se rend compte que ces zones qui s'activent avec de la morphine, eh bien ce sont les mêmes zones qui s'activent avec de l'hypnose. C'est-à-dire que, en très simple, Cindy, j'espère répondre à votre question, quand on fait de l'hypnose, c'est comme si on donnait au patient de la morphine naturelle. Voilà. D'abord parce qu'il sécrète des opioïdes endogènes, je vous l'ai dit, j'en parle davantage dans le webinaire. Vous verrez, on développera ça. Donc d'abord parce qu'il sécrète des opioïdes endogènes et ensuite parce que on stimule les mêmes zones en faisant de l'hypnose que les zones qui sont sécrétées quand on donne vraiment de la vraie morphine. Voilà. Donc en fait c'est plutôt une dissociation de la douleur. Il se dissocie, il est ailleurs. Donc il est en Polynésie ou ailleurs en Crète ou ce que vous voulez, ou sur une piste de ski, enfin peu importe. Et donc il se focalise plus sur la douleur. Et ça rejoint un petit peu Cindy et puis les autres, bien entendu, ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand l'esprit s'évade et va donc se focaliser sur autre chose, eh bien il ne va plus se focaliser sur la douleur. Quand l'esprit s'évade, la douleur s'estompe, s'efface, disparaît. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Alors j'enchaîne 3 principes basiques que vous devriez tous connaître, que tous les professionnels de santé devraient connaître et maîtriser. Le premier, c'est que ce que votre patient croit peut augmenter ou atténuer la douleur. Vous donnez un médicament, s'il pense que ça va l'aider, eh bien effectivement, il va mettre toutes les chances de son côté pour que ça atténue la douleur. Opioïdes endogènes, effet placebo, tout ça, enfin il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. S'il pense que le soin va faire très mal, des études démontrent au niveau de l'anticipation de la douleur qu'il va avoir plus mal. Si vous lui donnez un médicament et qu'il pense que ce médicament va rien faire du tout parce que ça vaut rien, etc., le médicament va pas beaucoup agir. Donc tout ce qu'il va croire peut augmenter ou atténuer sa douleur pendant un soin ou dans le cadre d'un traitement d'une douleur aiguë. Donc vous voyez que tous les mots, la façon, et je vous le donne ça, la façon dont vous allez conditionner vos patients va avoir un impact considérable, bien entendu, vous le comprenez, sur la perception, l'atténuation ou l'augmentation de la douleur. Ça c'est le premier basique que vous devez comprendre et maîtriser. Le deuxième, c'est que l'idée que la personne se fait du traitement est déterminante quant à l'efficacité de celui-ci. Si vous dites, tiens, David a fait la conférence, je vais essayer de l'amener, le patient adore les côtes espagnoles, la plage, etc., je vais l'amener là, eh bien vous le faites, il n'y a aucun risque, mais vous allez le conditionner, vous allez lui dire que ça fonctionne très très bien, ce que vous allez faire. Vous le conditionnez à la réussite. L'idée que la personne se fait du traitement ou de la technique, de l'hypnose notamment, est déterminante quant à l'efficacité de celui-ci. Et troisièmement, la perception de la douleur, ça rejoint le premier fondamental, le premier point basique que je vous donnais. La perception de la douleur est fonction de ce que vous allez dire, de ce que vous dites. Donc vos mots, attention, vos mots ont un impact considérable sur la douleur, sur les mots MAUX de vos patients. Et là aussi dans le webinaire, je développe une étude assez intéressante qu'une médecin radiologue a réalisé sur un groupe de 159 patients. Je vais en parler dans cette web conférence. Donc inscrivez-vous, c'est un peu le niveau 2 si vous voulez. On va aller un petit peu plus loin. Voilà. Alors, donc ce que l'on croit peut augmenter ou atténuer la douleur. L'idée que la personne se fait du traitement est déterminante quant à l'efficacité de celui-ci. La perception de la douleur est fonction de ce que dit le soignant. Ce sont là des faits, des études médicales qui ont été réalisées au CHU d'Hambourg en Allemagne. Linda. David, croyez-vous qu'avec nos mots, on puisse augmenter la douleur de nos patients? Alors voilà, c'est précisément ce que je viens de dire, Linda. Et voilà, effectivement, vous avez posé la question il y a 4 minutes et quelques. C'est précisément ce que je viens de dire. Avec les mots, on peut augmenter la douleur, bien sûr. Je ne vais pas vous donner les trucs pour augmenter la douleur. Donc, à pas faire, bien sûr. Mais on peut aussi l'atténuer. Et vous allez me dire, d'accord, comment? Là, il me faudrait une demi-heure de plus. Inscrivez-vous au webinaire. Je
développe cette partie-là. Voilà tout ce que je voulais vous dire ce soir. Je dépasse un peu le timing, mais bon, voilà, je pense que c'est fondamental. Je veux vraiment que vous compreniez à quel point l'hypnose va pouvoir aider vos patients, va pouvoir vous aider également en situation de douleur provoquée pendant un soin médical ou paramédical. Si vous souhaitez assister à d'autres conférences du style, là, du même genre que ça, des Facebook Live, après qui sont retranscrits, donc là vous les avez peut-être si vous êtes ici en YouTube, voilà, donc vous pouvez les voir dans les replays, et bien vous avez un lien qui vous permet d'assister aux autres conférences, voilà, donc inscrivez-vous, et puis si vous ne pouvez pas y participer en direct, et bien on vous enverra le lien, le replay, pour les voir sur YouTube. Et donc pour assister au webinaire qui dure à peu près 1h15, qui s'intitule comment utiliser l'hypnose lors d'un soin médical ou paramédical, lors d'un soin douloureux, donc eh bien vous avez également le lien pour vous inscrire, c'est gratuit, dans la description de cette vidéo, donc sous la vidéo. En partie 1, je vous donne vite fait le programme. Nous allons, je vais vraiment vous expliquer ce qu'est l'hypnose. Est-ce que tout le monde est réceptif ou pas? Je vais répondre à cette question. Une partie que les hypnotiseurs de spectacle n'aiment pas trop parce que je dévoile leur secret en quelque sorte, c'est qu'est-ce que l'hypnose de spectacle, qu'est-ce que l'hypnose médicale, évidemment, on va développer cette partie. Réaliser des soins douloureux sans douleur, je vais vous donner des astuces, des conseils. Nous allons parler d'hypnose de bloc opératoire et en dernière partie, je vais vous donner une méthode simple, rapide et évidemment efficace que vous pourrez mettre en œuvre dès la fin du webinaire pour accompagner vos patients lors d'un soin douloureux. Ce qu'est réellement l'hypnose, est-ce que c'est un don, est-ce naturel, comment ça fonctionne, les 7 avantages de l'hypnose, pourquoi c'est l'une des meilleures pratiques selon moi de médecine naturelle que l'on peut utiliser pour soulager les patients lors d'une douleur aiguë ou d'un soin médical ou paramédical. Enfin voilà, on va parler de tout ça, ça durera à peu près 1h15, vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit, ça sera un véritable plaisir d'aborder tout cela avec vous. Je vais clore cette belle soirée, cette belle conférence. Merci pour votre participation. Vous avez des questions, vous êtes en direct là, vous pouvez me les poser, je vois qu'il n'y a plus rien. Voilà, Linda nous dit merci, Carole, Frédéric. Voilà, un grand plaisir, Fatima Mohamed, Maria, Martine, Gérard, Ophélie. Merci à tout le monde d'avoir participé à cette à ce live, ce Facebook Live. Si vous avez aimé, que vous êtes sur YouTube, vous pouvez cliquer sur le petit pouce bleu pour me dire que vous avez aimé. Et si vous avez des questions, allez-y sur YouTube, je vais y répondre. C'est souvent plus facile parce que c'est pas en direct et puis ça vous permet de poser les questions quand vous voulez. Vous les posez dans les commentaires sous la vidéo YouTube et je réponds moi-même personnellement à toutes les questions. Un grand merci d'avoir suivi ce Facebook Live ici ou ce replay là si vous êtes sur YouTube. J'aurai grand plaisir à vous retrouver pour le webinaire. Vous pouvez vous inscrire ou d'autres conférences, là aussi inscrivez-vous. Tout est sous la vidéo. Je vous souhaite une excellente soirée ou journée si vous êtes dans pleine journée dans le replay et je vous dis à très bientôt.